Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur For You Media Africa dans le cadre de ce rendez-vous. Vous êtes en direct de votre émission La Matinale, vous regardez For You Matin et aujourd'hui c'est le mercredi des téléspectateurs. Vous aurez bien sûr la possibilité avec nous de pouvoir donc commenter, de venir également proposer vos sujets pour qu'on puisse en parler. Déjà dans le cadre de cette émission, trois thématiques vous seront proposées, ou du moins deux thématiques principales et une thématique d'accueil, notamment du côté de la Côte d'Ivoire. À 8 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, ensemble jusqu'à présent, avoir affaire à une éducation ou même à une équation mathématique à plusieurs inconnus, justement entre Alassane Ouattara, où on se pose des questions, et Tidiane Thiam, président du PDCI. On se demande bien, aura-t-il les moyens de ses ambitions, lui qui a pu faire revenir justement dans son giron Maurice Kagou, Guy Kaoué? Pourra-t-il donc se positionner après son renoncement à la nationalité française, car pris dans les méandres de la constitution ivoirienne stipule justement que tout candidat à l'élection présidentielle doit bien sûr avoir la nationalité ivoirienne. Et bien voilà, on s'interroge également, Simone Gbagbo, l'ex-première dame, aura-t-elle du poids, et Laurent Gbagbo, son ex-époux, pourra-t-il également être candidat, quoique désigné en mai 2024 par son parti, le PPA-CI, comme justement le PPA comme étant donc le candidat idéal en octobre 2025. L'ex-chef d'État ivoirien reste inéligible après que ses droits civiques ont été suspendus à la suite d'une condamnation à 20 ans de réclusion dans l'affaire du braquage de BCEAO. À quoi devons-nous nous attendre? Naviguons, ou du moins navigue-t-on en eau trouble? Que des incertitudes, des interrogations. Alors nous attendons vos réactions sur ce sujet d'accueil. Et puis du côté de la République démocratique du Congo, on revient toujours sur les affrontements de ce côté, des affrontements à l'est du pays, durs et même perdurent après plusieurs tentatives qui visent donc à stopper l'hémorragie. Le sommet des dirigeants d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est a tenu en Tanzanie samedi dernier, avec pour vocation un plan d'application d'un cessez-le-feu inconditionnel d'ici jeudi, semble comme toutes les autres tentatives précédentes causées bien sûr, ou du moins accusées en échec. L'accalmie n'aurait été que de très courte durée, car hier encore des affrontements entre l'armée congolaise et le mouvement du M23 allié des troupes rwandaises ont de nouveau éclaté. Les combats du groupe armé antigouvernemental et même des soldats rwandais ont attaqué à l'aube des positions des forces armées de la République démocratique du Congo, si près de l'Ituri, localité située à 60 km de Bukavu, la capitale de la province du Nord Kivu. Alors face aux organisations internationales qui font montre de mutisme, l'Union africaine qui se cantonne à l'émission des communiqués qui jusqu'ici n'ont pu produire une once de changement, avec une situation qui semble encore plus ambiguë. Justement, on se pose la question de savoir ce que peuvent réellement les organisations sous-régionales pour dépêtrer la situation. Voilà, mesdames, messieurs, pour cette thématique. Et puis, du côté du Sénégal, on revient également sur le retrait des soldats français, le retrait de l'armée française du côté du Sénégal. Selon des informations parvenues jusqu'à nous, eh bien, jusqu'à 163 citoyens et même voilà, citoyens locaux seront donc licenciés d'ici le 1er juillet 2025, et ce délai est fixé dans un courrier adressé par le commandement des éléments français dans le pays africain à l'inspecteur régional de travail. Cette décision note également fait suite aux annonces du président sénégalais de mettre fin à toute présence militaire étrangère sur son sol, et ce dès 2025, a justement rappelé la partie française. Invoquant d'ailleurs en cas de force majeure, Paris souhaite ici bénéficier de l'accompagnement des autorités compétentes, notamment
pour les autorisations nécessaires. Alors voilà, ce sera plus de 163 employés qui seront licenciés. Quels commentaires et quelle analyse faites-vous de cette situation? Mesdames, Messieurs, voilà pour les thématiques qui vous seront proposées dans cette émission ce matin. Et voilà, vous connaissez déjà le principe, nous le rappelons encore. Vous avez la possibilité d'appeler et bien sûr d'interagir avec nous. Vous pouvez commenter les thématiques qui vous ont été proposées ou encore vous pouvez partager avec nous une information de votre choix au sujet d'actualité de votre choix. Mesdames, Messieurs, voilà, on se retrouve tout juste derrière cette petite transition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois de plus, c'est un plaisir pour nous ce matin de vous retrouver sur For You Media Africa dans le cadre de ce programme de la matinale de For You Matin pour bien sûr pouvoir échanger avec vous. C'est mercredi, le mercredi des téléspectateurs. Alors comme d'habitude, vous avez l'antenne. Ce matin, 3 thématiques vous ont été proposées du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de la République démocratique du Congo et également du côté du Sénégal. Du côté de la République démocratique du Congo, avec vous, on s'interroge aujourd'hui face au conflit qui perdure du côté de l'Est de la RDC. Et voilà, que peut réellement les organisations sous-régionales africaines pour réellement stopper cette guerre qui perdure? Et puis voilà, du côté du Sénégal également, on apprend bien sûr que face au retrait des forces armées françaises qui étaient justement présentes sur le territoire sénégalais, plus de 163 employés locaux seront licenciés d'ici le 1er juillet 2025. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Nous attendons bien sûr vos analyses en appel ou même en commentaire. Et voilà, déjà pour donc poursuivre avec vous, nous allons faire un tour du côté de la réalisation centrale où nous prendrons bien sûr cet élément de la rédaction, un élément de la République démocratique du Congo où nous revenons bien sûr sur l'échec du sommet de la SADC et même de l'EAC. Parmi les résolutions adoptées à Dar es Salaam lors du sommet conjoint EAC-SADC figure entre autres à côté de l'appel à un cessez-le-feu la reprise des négociations directes entre les acteurs impliqués dans le conflit, y compris le M23. Une résolution qui amène à comprendre que la République démocratique du Congo, le Rwanda et le mouvement du 23 mars devraient s'asseoir ensemble sur la table des discussions. Une offre qu'a longtemps déclinée la RDC et qui se présente déjà comme une entorse au processus de paix que voudrait asseoir le EAC et la SADC. Pour Bakar Habib Touré, difficile d'aller à une issue rapide de la crise. Les conclusions de cette rencontre-là me laissent un peu perplexe quant à une issue rapide, notamment à travers un cessez-le-feu ou un moratoire sur ce conflit. D'autant plus que l'une des pistes explorées par les chefs d'État serait de faire en sorte que le Congo puisse s'asseoir sur la même table que le M23, sachant que tout ce qui a été le principal blocage d'une sortie ou du moins de faire en sorte que ce conflit n'atteigne pas ce stade-là a été le refus du Congo de s'asseoir avec le M23 pour discuter. Pour lui, le refus de la République démocratique du Congo d'aller à la table des négociations se justifierait encore par la présence de Corneille Nangaa, le leader de l'Alliance Fleuve Congo, il y a des démêlés avec la justice congolaise. Notamment avec le patron aujourd'hui de l'Alliance Fleuve Congo, qui se trouve être une personnalité congolaise certes, mais qui a des démêlés avec la justice congolaise. C'est en cela que le président Tshisekedi a toujours refusé de s'asseoir sur la même table que le M23. L'autre argument qu'avance cette analyse, c'est que du point de vue congolais, le M23 est l'avantage du Rwanda. Le deuxième argument qu'avance le Congo pour ne pas accepter une discussion avec le M23 serait que le M23 n'est que l'avatar, si je peux m'exprimer ainsi, du Rwanda dans ce conflit-là. Et que Tshisekedi a décidé, à travers le processus de Luanda, que la discussion se fasse entre la RDC et le Rwanda. Parce que si le Rwanda est exclu
des discussions, et même si on fait une discussion avec le M23, le Rwanda qui serait le sponsor du M23, s'il n'est pas d'accord avec Trump, le conflit n'allait pas s'arrêter. Voilà les raisons avancées par le Congo. C'est pourquoi j'estime que les chefs d'État auraient pu explorer une autre piste qui aurait peut-être permis à ce que le président Paul Kagame prenne des engagements vis-à-vis du M23. Notons qu'au côté de ce point souligné, il ressort, selon certains analystes, que ni le EAC ni la SADC, aucune de ces organisations sous-régionales ne dispose de moyens de pression et de répression pour faire plier les Chines à un État, encore moins de faire changer d'avis. La seule option qui se présente à eux est la voie de la diplomatie. Par ailleurs, l'attitude du président Tshisekedi lors des travaux du 8 février ne démontre pas clairement sa position quant à la confiance qu'il fait à ses institutions pour résoudre ce conflit. De notre côté, sur le terrain, le M23 continue son avancée dans le sud Kivu, vers Bukavu, perpétrant des exactions au passage, avec pour ambition de déloger le pouvoir de Kinshasa, fait qui pourrait également entamer le processus de paix si tant est qu'il va se tenir. En se rencontrant donc en Tanzanie récemment, les chefs d'État des pays des blocs régionaux de l'Afrique australe ont démontré leur bonne foi quant à la situation que traverse la RDC dans sa partie Est, en attendant peut-être de réactions coercitives de la part de la communauté internationale, indiquant néanmoins qu'entre autres résolutions adoptées par ces dirigeants, la mise en œuvre du concept d'opération CONOPS, du plan harmonisé de neutralisation des groupes armés et sur la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces congolaises conformément aux engagements du processus de Luanda pour assurer la mise en œuvre des interventions immédiates. Le sommet a annoncé la tenue dans les 5 prochains jours, après la tenue des assises d'une réunion conjointe des chefs de la défense de l'EAC et de la SADC. Cette rencontre a pour but la mission de fournir des conseils techniques sur les négociations de cessez-le-feu et d'autres mesures. Merci à vous. Avec bien sûr le concours de la réalisation, nous prendrons notre premier appelant qui nous vient tout droit du côté du Ghana. Bonjour à vous, Monsieur Kofi. Bonjour, madame. Bonjour l'Afrique. Bonjour à tous les panafricanistes et bonjour au monde. Je voulais commencer avec le Congo exactement. Je ne crois pas le gouvernement congolais a besoin d'une négociation de plus. Peut-être les gens ne sont pas au courant, mais les demandes de M23, qui ne sont que les demandes du Rwanda, demandent le contrôle de l'Est du Congo, du gouverneur au maire, à l'armée, à la police. Ils ont tout demandé. Et ils ne veulent pas qu'il soit divisé entre les 4 coins du Congo. Donc, il n'y a pas de négociation. Le Congo, Tshisekedi doit combattre. Et il doit combattre derrière le M23. Les affronter, ça ne fera que causer des morts. C'est de les combattre derrière, ce qui veut dire attaquer Kigali. Ceci dit, je vais aller au Sénégal où on voit une visite du chef d'état-major d'Iram au Mali promettant de participer à la lutte contre le terrorisme. Je ne sais pas si les gens sont informés sur cet homme, mais c'est un homme de l'ONU, donc il connaît toutes les manigances, tout ce qui se passe au Congo, il est au courant. Il sait que c'est l'impérialiste qui est derrière. Et c'est la même personne qui veut combattre avec l'AES, pas l'AES, avec le Mali. Il veut créer une relation bilatérale. Tout ce que je demande à l'AES, c'est de lui dire de prendre soin de l'ouest du Sénégal. Ça serait suffisant pour l'AES de s'occuper de l'ouest du Sénégal, entre la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Parce qu'on peut dire déjà que c'est 3 frontières qui sont là-bas. Le Mali n'est pas loin. Donc si eux peuvent protéger la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, nous on est d'accord. Mais on a besoin d'aucun intrus dans l'armée de l'AES. Parce que la France a tout essayé, maintenant c'est d'infiltrer. C'est le même Sénégal qui veut construire au centre de Dakar un centre de formation de militaires pour combattre les civils. Alors, ils ont déjà pris 45 millions de la mer des États-Unis.
Donc, on va entraîner ces mercenaires et puis on les infiltre dans nos armées, dans l'AES. Je dis, méfions-nous du Sénégal. C'est des griots qui chantent bien, c'est des chevaux de Troie. Ils ne sont pas là pour leur population même, parce que tout ce qu'ils ont promis n'ont rien accompli. Merci et bonne journée à tout le monde. Et quand il s'agit de Donald Trump, l'Afrique n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est un pays en déclin. Quand le chien aboie, si tu es sur un cheval ou un chameau, tu n'as rien à craindre. C'est ça qui se passe actuellement avec Trump, qui représente les Blancs. Et il veut créer le chaos. Mais nous, on doit se composer, qu'on se compose. Il n'y a rien à craindre. Cet argent dont on parle qui va nous manquer, ce n'est pas un argent qui est important. Tout ce qu'on peut faire, c'est de combattre la corruption chez nous et on retire de l'argent auprès de ces gens-là qui ont volé. On parle de 50 millions de dollars, 60 millions de dollars. C'est des trucs qu'on peut récupérer aux mains de ceux qui sont là à nous voler depuis des décennies dans nos propres pays. Merci et bonne journée. Merci à vous, Monsieur Kofi, et bonne journée à vous également. Mesdames, Messieurs, voilà, vous pouvez nous appeler sur ces différents numéros, notamment le plus 237 6 83 20 61 ou du moins 96 61. Je reprends le plus 237 6 83 20 96 61 ou encore le plus 237 6 93 58 76 68. Nous prenons le prochain appelant au bout du fil. Bonjour à vous. Oui, bonjour Madame Bala. Allô, bonjour. D'accord, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien fêté la fête de la jeunesse. D'accord, je vous appelle depuis Douala, je suis Joseph Pascal. Bon, oui, moi je vais commencer d'abord par la RDC. La RDC, je ne pense pas que Tshisekedi doit négocier avec qui que ce soit. Que Tshisekedi sache que bon, on veut juste diviser son pays et prendre les ressources minières qui sont au nord Kivu, c'est tout. La seule chose qu'il a lieu de faire, c'est qu'il doit vraiment combattre pour que son pays soit indivisible, c'est tout. Il n'y a pas de négociation à faire. On ne négocie pas avec des séparatistes, avec des terroristes. On ne négocie pas avec eux. Le Rwanda, il s'affole là-bas. Même ce Rwanda est manipulé. On connaît les qui sont derrière tout ça. Donc, Tshisekedi n'a rien à faire dans ces sommets qui sont vraiment... L'Africain ne veut toujours pas comprendre que non. Il ne doit plus suivre ce qui vient de l'autre côté, ceux qui viennent pour chercher à s'acquérir de leurs ressources. L'Africain doit maintenant s'unir, comprendre que non, tout ce qui est pour lui est bénéfique pour son développement. Tout ce qui vient de lui est bénéfique pour son développement. Il n'y a rien à faire avec tous ces masses. Ces gens qui sont pauvres, extérieurement, intérieurement, leur sous-sol, ils n'ont rien. Ils ne font que créer des guerres en Afrique pour diviser. Et le comble de tout ça, c'est que c'est nous-mêmes. On utilise toujours nous-mêmes l'Africain. Où nos cerveaux sont où? Je ne parviens pas, c'est-à-dire je n'arrive pas à comprendre. Parce que tous ces masses, ce sont des nègres qu'on utilise pour faire tout cela. C'est ça le besoin. C'est dans ce contexte-là que moi, vraiment, ça donne la honte, ça donne même la froideur. On tue. Qui est-ce qu'on tue? Les milliers de morts, c'est toujours nous, les pauvres civils. Et qui nous tue? C'est toujours nous-mêmes, les nègres. On s'entretue entre nous-mêmes pour nos biens. C'est-à-dire ce qui nous revient, c'est que nous, on devait vraiment prononcer avec vigueur et avec même bravoure que nous sommes riches. Mais c'est entre nous, on s'entretue pour protéger qui? Pour que qui bénéficie de tout ça. Donc, pour le Congo, c'est ça. Maintenant, moi, je vais passer pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, moi, je pense une fois, lorsque le président Gbagbo
était sorti de la prison, quand il était rentré en Côte d'Ivoire, je me souviens du discours de M. Alassane Ouattara qui disait que le président Gbagbo reste la seule personne qui ne l'a jamais causé des ennuis. Je veux qu'il s'en souvienne vraiment de cette parole qu'il avait dit, que le président Gbagbo est la seule personne qui ne l'avait jamais causé des ennuis. Donc, dans ce contexte-là, parce que je constate maintenant que même pour qu'il soit éligible, ce n'est pas facile. Et on est en train de manigancer des contours, des petits trucs qui n'ont même pas lieu d'être. Je pense bien que la casse de la banque, les banquiers ont eu à dire la fois dernière que le président Gbagbo n'a participé à aucune casse. De surcroît, on l'avait condamné. Ces banquiers ont eu à vraiment sortir leur information que vraiment le président Gbagbo n'a participé à aucune casse de la banque. Donc, je ne vois vraiment pas, si Ouattara veut comprendre, veut vraiment servir les Ivoiriens et les Africains, qu'il sache qu'il a fait couler beaucoup de sang. Beaucoup de le peuple ivoirien, le peuple africain en réalité, s'il veut vraiment sauver son image, qu'il sorte par la grande porte, vraiment qu'il laisse les choses se dérouler comme la politique veut, qu'il cesse un peu à faire couler les larmes des Ivoiriens. Ça, c'est si naturel. Vraiment, pour quelqu'un qui veut sortir par la grande porte, il est louable pour lui de laisser les jeux, les pions de dames se jouer naturellement. C'est ma petite participation à ce jour, Madame Bala. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous, Monsieur Joseph. Depuis Douala, au Cameroun, nous passons bien sûr au prochain appelant et nous tenons bien sûr à rappeler également que du côté de la Côte d'Ivoire, eh bien, lors d'une réunion qui s'est tenue à Abidjan, c'était le 8 février 2025, eh bien, Laurent Gbagbo a insisté sur l'importance d'une mise à jour rigoureuse de la liste électorale. Eh bien, selon lui, ce processus est nécessaire pour prévenir toute irrégularité pouvant donc compromettre l'intégrité du scrutin. Eh bien, l'ancien président a également exhorté la commission électorale indépendante à garantir une gestion transparente et impartiale de cette opération. Au bout du fil, nous prenons le prochain appelant. Bonjour à vous. Ok. Bonjour madame, bonjour cher panel. Bonjour, chers auditeurs, bonjour à tous. Bonjour à vous. Bonne émission. Je suis le jeune panafricain, je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Alors, ce matin, je vais un peu revenir sur le cas de ATC Congo. Je me demande quelle négociation Félix Tshisekedi veut faire avec les rebelles. On ne négocie pas avec un rebelle. Quelqu'un qui tue, on ne négocie pas avec lui. Quel sommet? Ce n'est pas aujourd'hui ni hier que les rebelles ont pris le Congo. Il faudrait que Félix Tshisekedi fasse son travail de chef d'État. On a vu ça en Côte d'Ivoire ici, hein, les rebelles ont divisé le pays en deux. Et juste quand ils ont divisé le pays en deux, ils ont accompli leur mission. Leur objectif a été fait. Félix Tshisekedi, il va se laisser tomber. Dans ce cas, s'il est complice, qu'il dit. Parce que ces enfants ne sont pas au Congo, ils sont en Europe. C'est des enfants des gens qui meurent. Il est chef de l'État, il est protégé. Et la population n'est pas protégée. La population souffre, ils se déplacent, ils vont où? Quand la population se déplace, ils vont où? Quand la population se déplace, ils vont où? Lui, il est là, il est dans sa maison, il est protégé avec des... Il est là. Qui prend une décision pour chasser ces rebelles-là sur son territoire. Afin de négociation, il n'a qu'à laisser. On ne négocie pas avec un rebelle. On ne négocie pas avec un rebelle. Quand j'ai fini cela, je reviens sur mon pays, la Côte d'Ivoire. La fois passée, nous avons regardé une émission où le professeur Atu Bonga parlait de Tidjane Thiam, qui n'a pas renié sa nationalité française. Alors, en tant qu'un citoyen de ce pays, il faudrait que les dirigeants de ce pays
Si tu n'as pas la nationalité ivoirienne, tu n'as pas le droit de faire des meetings, ni pas des campagnes sur nos sols, sur notre territoire. Alors, si tu n'as pas renoncé sa nationalité française, qu'on l'arrête d'abord, qu'il finisse tous ses papiers pour qu'il puisse faire ses démarches de campagne sur nos territoires. Parce qu'on ne peut pas laisser l'étranger, quelqu'un qui a la nationalité française pour venir gouverner notre pays sans qu'il a la nationalité ivoirienne. Parce qu'on parle de cela. Il ne faudrait pas qu'on fasse des classifications des faux papiers pour lui donner, pour dire que non, oui, il a la nationalité française. Non, hein. Avec tout cela, on tient ça en l'œil. Nous ne voulons plus de scandale dans notre pays. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des faux papiers pour lui donner, pour dire que oui, il a fait la nationalité ivoirienne, il est ivoirien. Or, la nationalité française est là. Les élections ne sont pas loin. Pour renoncer la nationalité française, il y a des procédures. Il faudrait que, pour le moment, il s'arrête. Parce qu'il n'est pas, comment on appelle ça, l'autorisation de faire des meetings. Parce qu'il n'a pas la nationalité française. C'est pas moi qui le dis, c'est le journaliste qui dit aujourd'hui c'est sur la croix. Il faudrait qu'on parle sur cela. Donc j'appelle la loi ivoirienne de lui dire qu'il n'a qu'à arrêter en tant qu'un citoyen de ce pays. Voilà. Maintenant, concernant le Donald Trump, si Donald Trump dit qu'il ne veut plus aider les Africains, mais alors, ça fait quoi? Pourquoi on pleure? Pourquoi? On pleure pourquoi? Nous avons une terre, nous avons des plantations, nous avons des forêts. On peut faire tout pour nous-mêmes. Nous sommes des Africains. Donc je pense que pour Donald Trump, s'il veut envoyer des immigrés ici, les frères qui étaient là-bas, qu'il veut les envoyer. Nous aussi, ceux qui sont ici, là, on les ramène. C'est comme ça. Un Africain doit être un Africain. On ne peut pas avoir regardé notre peau pour avoir peur de quelqu'un. Parce que quand on regarde notre peau, on se dit que comme on est non, et puis sur les gens blancs, on a peur d'eux. Non. Il faudrait qu'on soit toujours bref. Merci beaucoup et bonne émission. Merci à vous, le panafricain, depuis la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, avec le concours de la réalisation, nous allons prendre le prochain appelant. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Allô, madame. bonjour. Bon, madame Bala. Allô, bonjour. Vraiment, concernant la RDC, j'aimerais dire qu'il n'y a pas lieu de faire des négociations. Hein. Et cette hypocrisie de ces organisations dites sous-régionales, là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Parce que ce n'est pas hier que la RDC a été attaquée par le Rwanda. Cela s'est fait depuis avec la complicité du Rwanda et de l'Ouganda, avec le silence complice des autres pays qui sont aux alentours, excepté le Burundi. Et donc, vraiment, il ne faudrait pas que les gens foncent ces hypocrites nous fassent croire qu'ils sont en train de chercher à régler le problème. C'est faux. Et ce que la RDC doit faire, comme l'a dit un de mes prédécesseurs, il ne faut pas qu'ils s'occupent du M23. Ils n'ont qu'à rentrer au Rwanda, c'est tout. Ils n'ont qu'à rentrer au Rwanda et prendre Paul Kagame, c'est tout. Une fois qu'ils sont entrés au Rwanda, vous allez voir si M23 va procéder, va progresser. C'est parce que c'est les bases arrières qui est le Rwanda. C'est là-bas tous leurs armements sont envoyés. C'est là-bas toutes les choses qu'on peut, tout ce qu'il leur faut sont entreposés. Donc s'ils attaquent, si la RDC attaque le Rwanda, ils vont couper l'approvisionnement du M23. Et puis bon, cela va se faire aisément. La guerre va finir. Pas de négociations. La négociation, on en a fait en Côte d'Ivoire ici, on a vu ce que ça a donné. Hein. On a vu ce que ça a donné. Voilà. Parce que vous-même, vous voyez ce gars qui était président d'une institution électorale et qui, du au lendemain, se retrouve de l'autre côté là-bas pour dire, ouais, lui, il a fait le monstre, c'est lui qui va déconstruire le monstre. Lui, il avait quel pouvoir pour construire un monstre? Il n'a qu'à se rappeler. Il n'a qu'à bien se rappeler. Et puis tous ces présidents, moi je l'ai dit, ils n'ont qu'à bien se rappeler. Ils n'ont qu'à voir l'histoire de l'Afrique avec ces présidents qui ont collaboré, qui ont été traités envers les Africains. Quelle a été leur fin? Comment est-ce que l'Occident les a traités? On a vu le cas Bokassa. On a vu le cas, même chose qu'on appelle
il s'appelle là, le président, l'ancien président du Zaïre, Mobutu. Et bien plus, beaucoup d'exemples comme ça, les Charles Taylor et autres là. Donc vraiment, ceux qui se mettent avec les Occidentaux pour pouvoir détruire les Africains et détruire l'Afrique, qu'ils sachent que tôt ou tard, ils seront utilisés comme ils seront des torchons, hein. Ils vont les jeter loin. Ils vont les jeter loin. Et puis encore, c'est eux-mêmes qui vont faire sortir des documentaires pour dire, ouais, il a été ci, il était ça. Donc vraiment, c'est net des maisons qu'ils se ressaisissent et qu'ils comprennent qu'eux-mêmes sont en danger. Non seulement ils sont en danger, mais leur propre famille est en danger, leurs descendants en danger. Maintenant, et chose qu'on appelle, parce que la RDC là, c'est ce à quoi on ne prête pas attention. Je ne sais pas si vous vous souvenez du deal que Kagame a eu avec les Anglais. On devait rapatrier des soi-disant immigrés au Rwanda, moyennant choses qu'on appelle de l'argent. Vous avez vu un président comme ça. Il y a quel espace au Rwanda, et puis on va vous envoyer des immigrés. Et puis tu acceptes ça. En fait, c'est une manière de vouloir coloniser l'Est de la RDC. Parce que toutes ces personnes qui vont envoyer au Rwanda, là, il faut leur trouver un territoire. Et donc, pour qu'on puisse exploiter les richesses de la RDC, donc il faut envoyer des étrangers pour envahir cette partie-là. Ils vont commencer à créer un autre pays là, et puis installer ces étrangers-là dans cette zone-là. Et puis maintenant, ils vont exploiter aisément, les Occidentaux vont exploiter aisément les minéraux, les richesses qui sont là-bas. Parce que ceux qui vont disposer sur ces territoires, puisqu'ils ne sont pas originaires de là, ils n'auront pas de mots à dire. Ils n'auront pas de mots à dire. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment un complot très, très profond, comme le disait, excusez-moi, le président Badakani sur une chaîne là. Mais c'est un truc, c'est contre l'Afrique, hein. Il ne faudrait pas qu'on voie la RDC seulement. Parce que quand on finit de manger RDC, là, ils ont mangé Soudan, non? Ils vont manger RDC. Ils ont mangé la Somalie, non? Ils ont voulu manger l'Éthiopie. Donc, ainsi de suite, vous allez voir. Et quand ça va prendre de l'ampleur à toute l'Afrique, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Ces présidents traites qui sont autour de RDC, là. C'est vrai que Tshisekedi dit, mais ce n'est pas un homme sain, hein? Il n'est pas à chose. Hein? Mais si lui, il ne veut pas vraiment se défaire de sa loge maçonnique, et puis s'occuper véritablement de son pays, bon, c'est lui qui périra. Il pense que le Congo va tomber. Le Congo ne tombera jamais. Il y aura des fils dignes du Congo pour relever le Congo. Et je crois que les Congolais même sont prêts à donner leur poitrine, à donner leur sang pour que leur pays soit libéré. Et ils vont le faire. Ils vont le faire. Si dans le gouvernement, nous avons des personnes comme Constant Massamba, je pense que ce jeune homme-là, c'est vraiment comme lui-même le dit, il dit l'incarnation de Patrick Lumumba. Et je pense qu'il est vraiment l'incarnation de Patrick Lumumba. Et je pense que ce jeune leader-là, que les Congolais se mettent autour de ce jeune leader-là, parce que je pense qu'il est vraiment un véritable leader, un vrai panafricaniste. Et quand je finis de dire ça, je vais parler du Sénégal un temps soit peu. Ils n'ont qu'à arrêter cette comédie-là. Moi, la dernière fois, j'ai dit, cette histoire de la France se retire du Sénégal, il y aura combien de chômeurs là? Nous, on s'en fout de ça. Et puis d'ailleurs, ça ne devait même pas faire l'objet d'un débat sur une chaîne sérieuse comme chose For You Media. Excusez-moi, mais vraiment, je pense que c'est un non-lieu. Que les Français partent, que les gens soient en chômage. Ils sont là-bas, c'est quel bon travail ils ont donné aux Sénégalais. Ils étaient là-bas, c'est quel bon travail ils ont donné aux Sénégalais. Donc, ils n'ont qu'à arrêter ça. Nous, on n'a pas besoin de ces choses-là. Et parlons aussi de ce Sénégalais qui veut se rapprocher, le chef d'état-major, bien, c'est pas quoi, ce militaire sénégalais qui veut se rapprocher du Mali. Moi, je dis aux Maliens, qu'ils fassent attention. De la manière, ils se méfient beaucoup de la Côte d'Ivoire, et puis ils ont l'œil sur la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à se méfier aussi du Sénégal comme ça, ils n'ont qu'à avoir l'œil sur le Sénégal. Parce qu'on se souvient bien de nos deux vieux présidents qui étaient là en son temps, quand on devait créer les choses qu'on appelle l'Union africaine, c'est eux qui étaient opposés à ça. Quand on voulait faire encore la CEDEAO, c'est eux encore qui étaient opposés à ça parce que se sont levés, notre papa Oufoué s'est levé avec Yassine Besson allait créer le conseil d'entente. Mais c'est parce que ça n'a pas marché. Donc vraiment qu'on se méfie beaucoup de choses qu'on appelle du Sénégal. Hein. De toute façon, ils se méfient de la Côte d'Ivoire. Donc, se méfier du Sénégal comme ça. Parce que ce sont des véritables traites. Il faut beaucoup s'en méfier. Voilà.
Et puis aussi, bon, je reviens sur la Côte d'Ivoire pour les élections présidentielles. Voyez-vous, les Ivoiriens ne font pas attention, mais ils n'ont qu'à regarder un peu, faire une lecture politique et du déroulement et choses comme on appelle, et des élections en Europe, surtout en France. Voyez-vous, c'est les choses. Sarkozy qui était président. Sarkozy, il est d'origine hongroise. Vous avez Ouattara qui est président en Côte d'Ivoire ici, d'origine douteuse. Et quand Sarkozy est parti, c'est Macron qui est venu. Macron était dans ces histoires de haute finance là. Ils ont vu, vous voyez où il a mis la France, où il a jeté la France. Si les Ivoiriens ne prennent garde, après Ouattara, je n'ai rien contre la personne de Tidjane, mais j'en veux au système auquel il appartient. Si les Ivoiriens ne font pas attention, Ouattara a fait tomber la Côte d'Ivoire et Tidjane va venir enterrer la Côte d'Ivoire. De la manière dont Macron a enterré la France là, c'est comme ça que Tidjane va venir enterrer la Côte d'Ivoire. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Si vous voyez que les gens sont en train de combattre le Gbagbo et les autres, c'est parce qu'ils savent que ceux-là vont anéantir leur plan. Mais avec Tidjane, c'est l'aboutissement de leur plan. C'est l'aboutissement de leur plan. Donc vraiment, je n'ai rien contre sa personne, hein, mais je ne fais absolument pas confiance à Tidjane. Parce que quand je regarde son background, quelqu'un que les Occidentaux apprécient et on lui fait des éloges, il faut beaucoup s'en méfier. Il faut beaucoup s'en méfier. C'est des signes annonciateurs. Si les Ivoiriens ne font pas attention, que Tidjane, je ne sais pas, par chose qu'on appelle, par technologie électorale, et passe, vous allez voir que les Ivoiriens, c'est fini. Ça n'est fini complètement même. Actuellement, Dramane a pris les Ivoiriens au cou. Et donc, si Tidjane vient, c'est pour vous achever maintenant. Donc, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que les choses se préparent ainsi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est l'attention des Ivoiriens que je voulais attirer. Il est de la même sérale que Macron. Donc, vraiment, faisons attention. Ne regardons pas, dire que oui, c'est passé du PDC, il est le petit-fils d'Oufou et tout ça. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec. Regardons le nationalisme. Regardons le nationalisme. Et puis les Ivoiriens même là, arrêtons de nous faire peur. Cette histoire de xénophobie là, bon, on dit que quand l'autochtone n'aime pas un étranger, il est xénophobe. Mais quand l'étranger met au combat là, comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler ça? Et puis, nous avons fait attention. Regardez sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ces événements qui sont en train de se passer là. Il y a une dame qui a perdu son terrain. Il y a des personnes même à qui ils ont exproprié leur terrain. Par qui? Par un Malien. Par un Malien. Et qui est soutenu par qui? Par l'administration ivoirienne. Et quelqu'un qui obtient des ACD sans même produire un document quelconque. Sans même produire un document quelconque. Et on va en justice. Ceux-mêmes qui ont été, choses qu'on appelle expropriés, ne gagnent jamais le procès. Et on les menace et on les attrape. Il y en a même qui sont... Et la femme qui se plaignait, qui en a parlé la toute première fois, elle et son mari, qui attend parler d'eux, ils ont complètement disparu. Donc faisons attention. La Côte d'Ivoire a glissé des mains des Ivoiriens et se retrouve maintenant dans la main des étrangers. Si on ne prend garde, on n'aura même pas un lieu où s'asseoir. Parce que tout ça sera pris et puis nous serons dehors. Vraiment, faisons beaucoup attention. Les élections qui arrivent là, elles sont vraiment décisives pour l'avenir de notre nation, pour nos enfants. Pour nos enfants. Je dis bien pour nos enfants. Parce que l'argent que Ouattara te donne, tu manges actuellement là, ce n'est pas tes enfants aussi n'auront pas pour manger. Ça, je vous assure. Hein. Ce sont les étrangers seulement qui vont prendre ça. Les Ivoiriens qui sont en complicité avec ces gens-là. Vos enfants ne mangeront pas cet argent-là, je vous assure. Ce sont les étrangers qui vont manger cet argent-là. Et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer.
Je m'arrête là. Merci et bonne journée. Merci à vous et bonne journée à vous également. Merci surtout pour votre intervention de ce matin. Et puis du côté de la Côte d'Ivoire, on note également que le président du PDCI, notamment Tidiane Thiam, a donc finalement décidé, c'était le vendredi 7 février 2025, d'engager la procédure visant donc officiellement à renoncer donc à sa nationalité française afin d'être éligible à la convention de son parti et être éventuellement le candidat du PDCI à l'élection présidentielle de cette année, donc 2025. On rappelle également qu'en Côte d'Ivoire, la double nationalité est proscrite par la loi, mais c'est surtout une condition pour être éligible à l'élection présidentielle. Et l'article 54 de la Constitution votée à l'issue du référendum de 2016 prescrit notamment que le candidat doit être exclusivement ivoirien, ce qui exclut d'emblée les postulants ayant une double nationalité. Du côté de l'Allemagne, on va prendre Zerfé. Bonjour à vous. Ok, bonjour Madame Bélan. Je salue tous les techniciens, je salue la diva Manuela, et sans oublier les autres qui animent toujours cette télévision. Bon, moi je vais parler de la Côte d'Ivoire parce que ce que je vois aujourd'hui dans mon pays, c'est ce qui concerne les élections. Vraiment, ces choses-là sont très ambiguës. Voilà, parce que présentement, moi, je vais parler de la liste électorale et celui qui organise ces élections qu'on appelle la CEI, ce monsieur qui est à la tête de cette organisation, il se fout de la gueule des choses des Ivoiriens. Parce que il y a une femme qu'il a représentée au fois sur un plateau de télévision, mais ce qu'elle a dit vraiment, je ne sais pas si les Ivoiriens ont compris son langage ou son développement, ce qui concerne la CEI, parce qu'on ne peut pas dire que, comment dirais-je, on va faire les élections et vous voulez que, comment dirais-je, on fasse la révision de la liste électorale après les élections. À quoi ça sert ce genre de truc-là? Après, parce que vous avez toujours fait ça pendant les 2 années que quand vous étiez seul sur le plateau, vous avez fait ça directement entre juin et juillet, si j'ai une bonne mémoire. Alors, je ne sais pas maintenant, comme il y a beaucoup de candidats, vous trouvez quelque chose, comment ça prend du temps. Attendez là, pendant les 2 ans là, vous avez fait ça, non? Parce que vous étiez seul. En ce moment-là, vous pouvez faire de n'importe quoi. Donc aujourd'hui, quand il y a plein de candidats, maintenant vous avez vu que vous ne pouvez plus tricher. Donc pour bloquer les Ivoiriens à ne pas voter, vous dites que vous ne voulez pas organiser, ou faire la révision de cette liste-là. Mais moi, je m'adresse aux opposants. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, moi j'ai dit ça depuis longtemps, hein, parce que moi je connais des gens du RDR. Parce que quand on les parle, ils ont déjà préparé quelque chose. Si vous avez vu en 2010-2011, au moment où le président Gbagbo était en train de faire, de souder les morceaux de la Côte d'Ivoire qui étaient éparpillés, et ils étaient en train de préparer sur les prisons dans lesquelles ils devaient mettre toutes ces choses, le gouvernement du président Gbagbo. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire présentement. Parce qu'au moment où vous êtes en train de leur demander de venir s'asseoir sur la table pour qu'on en discute ce qui doit se passer et pour qu'on puisse organiser les élections correctement sans la bagarre, aujourd'hui, ils n'écoutent personne. Et vous êtes là, vous les regardez. Moi, il n'a pas dit d'aller en guerre avec eux, hein, mais il faut les bousculer pour qu'ils viennent s'asseoir. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. C'est ça, le plus souvent, parce que quand il fait quelque chose, vous dites que ouais, on va voir. C'est ça aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ces gens-là, parce que quand ils disent, parce qu'on les a vus aussi pendant en 2000, hein, dans les années de 2005, 2010, 2000, voilà, tous ces gens-là, ils n'ont jamais cessé de marcher dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour que leur mentor soit inscrit sur la liste électorale. Et à notre tour, nous on est là, on leur demande, ils se foutent de nous, et puis on est là, on les regarde.
Ça veut dire quoi ça? Vous pensez qu'ils vont nous donner ça sur un plateau en or? Non, moi je ne pense pas. Donc vous les opposants là, sortez de vos cachettes pour venir sur la place publique pour en parler. Parce qu'on voit que le PDCI et le PPACI et les autres, et vous les autres, les opposants, là, vous faites quoi? Madame Simone Gbagbo, vous avez un parti, et Madame Claver, vous avez un parti, et Kojep, vous avez un parti, mais je ne peux pas citer parce que vous êtes plein. Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce qu'on compte, il y a quelque chose de 250 partis là-bas. Vous attendez à la dernière minute pour venir. Vous dites que bon, j'ai un parti, on doit financer vos partis pour qu'on vous donne de l'argent. C'est ça, non? Non, ça ne se fait pas comme ça. L'argent des Ivoiriens, on ne va pas vous distribuer comme ça sans travailler. Ça, c'est la moindre des choses. Levez-vous un peu, parce que depuis on vous parle, vous êtes là. Depuis on vous parle, vous êtes là. Et les messieurs, les mois avancent à grands pas. C'est pas chaud à la dernière minute, et puis on va se bagarrer encore. Non, c'est pas ça. Parce que les gens là, ils ont une idée à déjà arrêter. Vous les connaissez. Ce sont des tricheurs. Ce sont des malfaiteurs. Ils sont là pour la bagarre. Alors, est-ce que vous voulez faire la bagarre avec eux? Non. Nous, on veut dialoguer avec ces gens-là. Donc, il faut qu'on les bouscule pour qu'ils viennent s'asseoir, pour que cette cellule-là soit dissoute, pour qu'on puisse prendre de nouvelles personnes pour organiser les élections de cette année-là. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir là tous les jours, on parle à des êtres humains, c'est comme si on parle à des murs ou à des cailloux. Non, ce n'est pas ça. Merci. Il faut qu'on arrête cela. Parce que là, non, parce que je veux finir là, parce qu'il y a un problème. Je vais m'adresser, excusez-moi madame, parce que je dois m'adresser encore au parti du président Gbagbo, la communication. Parce que la communication de PPACI est elle est très, très, très lente. Il faut que nous puissions, et vous puissiez vraiment faire quelque chose pour que cette communication puisse avoir le jour correctement vis-à-vis des choses de vos lecteurs, pour que nous soyons informés à temps. Parce que vous avez une télévision web, vous n'utilisez pas. C'est quand il y a des petites fêtes, c'est ça, on voit que vous avez une télévision. Or que cette télévision, vous pouvez l'utiliser pour que vous organisez des plateaux télévisés pour que les jeunes viennent s'exprimer là-dessus. Et encore, il y a des télévisions aujourd'hui qui sont là, comme For You, comme Afrique Média, comme Pan-Africain TV. Tout cela, c'est-à-dire qu'il vous attend, mais vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'envie même de croiser ces journalistes-là. Or, ils vous font des demandes, ces demandes-là restent toujours dans les tiroirs. Moi, je vais m'adresser au directeur de la communication de PPACI, M. Dosso. On vous a donné on vous a confié cette communication-là. Il faut que vous ouvrez les yeux pour aller vers les médias. Parce qu'il y a les médias aujourd'hui qui sont là pour tout le monde. Alors, je ne sais pas plus pourquoi, M. Dosso, vous avez fermé vos yeux jusqu'à aujourd'hui. On a envoyé des demandes pour que vous puissiez ouvrir les débats avec avec des dirigeants de ce parti-là. Mais vous avez fermé sur la porte. Ouvrez ces portes-là pour que les journalistes puissent rentrer dans cette maison. Je m'arrête là, merci. Merci à vous également, mesdames et messieurs. On va le rappeler. Nous sommes mercredi et c'est le mercredi des téléspectateurs sur For You Matin. Et bien sûr, plusieurs appelants attendent au bout du fil pour pouvoir également intervenir et même pouvoir échanger avec nous sur ces thématiques et sur des sujets d'actualité qu'ils veulent bien partager avec nous. Alors on va le rappeler, chaque intervenant a droit à 2 minutes d'intervention. Veuillez s'il vous plaît ne pas aller jusqu'à 4 ou 5 minutes. Cela nous permettra également de pouvoir prendre d'autres appelants. Alors nous poursuivons et nous prenons un autre appelant au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comme je l'ai dit, je m'appelle M. Zanou, depuis la Côte d'Ivoire. J'aimerais parler de l'AIET.
le Burkina, le Niger et le Mali. J'aimerais dire à ces trois présidents de faire très très attention parce que c'est des panafricains qui sont prêts à défendre les intérêts de l'Afrique. Mais les Français aujourd'hui savent que l'Europe aussi, l'OTAN savent aujourd'hui qu'ils n'ont plus la main sur les richesses de l'Afrique, pratiquement les richesses du Niger. Donc, ils sont en train de faire un plan. C'est un plan. Ils n'ont qu'à faire attention aux pays comme le Sénégal, comme même le Ghana même qui a envoyé un émissaire. Ils n'ont qu'à faire très attention, les présidents de l'AES. Il ne faut pas qu'ils réfléchissent. Ils n'ont qu'à garder, ils n'ont qu'à être très vigilants. Parce que les Blancs, là, ils sont très tout là. On a vu, nous, on est des nouveaux, hein, mais on sait comment Lumumba est venu avec Lumumba, avec beaucoup de panafricains. C'est pour ça que je tiens à dire au président de l'AIS de faire très attention. Il ne faut pas tomber dans la grue de loup. Ils vont se déguiser c'est des loups déguisés en truc là, et puis ils vont venir bouleverser les trucs là. Les bonnes choses que l'AIS en est de faire aujourd'hui. Après ça, j'aimerais aborder la RDC. Parce que la RDC aujourd'hui, c'est quand on regarde les images, c'est malheureux. C'est les images que nous voyons à la télévision. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est autre chose. Si le monde entier voit ces trucs, et puis il ne peut pas prendre une décision, l'Union africaine ne peut pas prendre une décision pour radier à ce truc-là. Ça dit que les Africains ne sont pas en sécurité. Il faut que l'Union africaine intervienne pour dire à Kagame de prendre ses recul pour que l'on puisse M23 puisse laisser nous près de RDC respirer. C'est ce que tu as partagé, c'est pour chaque pays, c'est pour chaque terre. C'est les Blancs même qui ont divisé l'Afrique. Sinon, nous-mêmes, là, en temps, l'Afrique même était divisée. L'Afrique, là, on était ensemble, on était une famille. C'est eux même qui ont divisé RDC, ils ont divisé, ils ont créé Côte d'Ivoire, ils ont créé tout là. Nous, Africains, là, on n'a pas divisé l'Afrique. C'est parce qu'ils ont étudié les sols, ils ont étudié les trucs, ils ont vu déjà que l'Afrique a eu. Vous comprenez? Et puis, ce qui me fait mal, même moi, ce qui me fait mal, des Noirs africains supportent les Blancs. On ne dit pas que les Blancs sont nos ennemis, non, nous sommes tous là. C'est pas parce que ce sont des Blancs, ce sont des ennemis, mais la manière dont ils nous traitent, ce n'est pas bon. Il faut que nos dirigeants pensent à nous, Africains, nous les enfants. Donc, on peut négocier les richesses de sous-sol avec tout là, de venir voler les trucs. Et puis nous, regardez, de 20 ans en arrière, le Niger n'avait pas de lumière. L'uranium de Niger allumait la France. Et puis les gens, il y avait pauvreté, il y avait tout. Aujourd'hui, ça va. Donc, vous venez nous voler nos trucs, et puis vous dites que nous sommes pauvres. Vous venez voler nos biens, et puis vous nous maltraitez d'une manière, on ne sait pas. On va prier Dieu pour que Allah, le Tout-Puissant, nous enlève de mal. Vraiment, et puis pour finir, d'abord, la Côte d'Ivoire, un auditeur a parlé tout à l'heure, l'auditeur a raison. Nous, Ivoiriens, on a fait très attention à l'arrivée de Tidiane. Moi, je préfère même que le Alassane Ouattara n'a qu'à rester. Si Tidiane Thiam, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, on est là. Le vieux, c'est vrai, les gens parlent de Alassane Ouattara, mais quand même, à l'intérieur du pays, il ne fait pas. Hein, il y a des trucs qui se sont réalisés, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais attention, pour l'arrivée de Tidiane Thiam. Comme l'a dit quelqu'un, Tidiane Thiam est comme Macron. Il va nous étouffer. Moi, je préfère qu'on pense à autre chose, comme les Bégoudé. C'est des jeunes. Oui. C'est des jeunes, c'est un jeune, il est bien instruit, il s'exprime très bien, bon, il peut nous défendre. Bon, voilà qui n'est pas encore sur la liste. Vraiment, merci beaucoup pour les médias, merci pour ce que vous faites pour l'Afrique. Que Dieu bénisse les chaînes panafricaines et que vive la liberté, vive le panafricanisme. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous. Nous irons très rapidement. Cette fois, c'est du côté de la France où nous prenons Monsieur Marc. Bonjour à vous. Bonjour Madame. Ce matin pour tout ce que vous faites pour l'Afrique.
et dire bonjour à tous les combattants du monde entier pour notre Afrique qui est malade. Malade des corrompus, malade de ceux qui ne veulent pas le bien des Africains, malade de ceux qui veulent tuer l'Afrique ou un autre continent, comme le M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Il y en a aujourd'hui plein de M. Ouattara comme ça, en Côte d'Ivoire, qui tue notre Côte d'Ivoire, les biens de la Côte d'Ivoire pour la France. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante parce que tout ce que M. Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelque chose de bien. Et si aujourd'hui, ce que M. Cuvière, qui est le président de la CEI, est en train de faire, si demain il y a des troubles en Côte d'Ivoire, c'est que c'est M. Cuvière qui va faire du test quand il y a des troubles. Je voudrais dire ceci, que tout ce que M. Cuvière est en train de faire, la tricherie dont il est en train d'organiser, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas des gens intelligents. Nous voyons sa tricherie. L'article 35 de la CNI dit qu'il faut que la révision de la liste électorale se fasse chaque année. C'est bien écrit. Et l'article 38, il dit que si toutefois M. Cuvière n'a pas la possibilité de faire la liste électorale, il peut chercher un organisme pour pouvoir faire cette liste électorale-là d'une manière conforme, afin que nous puissions aller aux élections d'une manière transparente. Les pays à côté, comme le Ghana, comme en tout cas un peu plus loin, comme le Kenya, un peu encore même plus loin, comme le Mozambique et autres, ont fait des élections. Ça a été transparent. Mais pourquoi M. Cuvière refuse de faire la révision de la liste électorale? Est-ce la paresse ou bien la mauvaise foi? L'article 35, 38 et 39, lisez bien ces trois articles. Et vous verrez que M. Cuvière est aujourd'hui en train d'organiser encore des massacres en Côte d'Ivoire, afin qu'il y ait des troubles. Or, nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles. Nous voulons aller à une élection transparente afin qu'il puisse avoir un président qui est conforme, légitime, que le peuple veut, s'ils veulent réellement que nous puissions aller aux élections. Vous savez, est-ce que le quota aujourd'hui, sur le plan international, pour que nous puissions faire une élection transparente en Côte d'Ivoire, est-ce que le quota est normal? Parce que nous formons aujourd'hui 10 millions d'étrangers sur notre territoire pour 18 millions ou bien 20 millions qu'on appelle des Ivoiriens eux-mêmes. Est-ce que pour les 4 millions que nous prenons, 5 millions de personnes que nous allons aller aux élections, est-ce que c'est cela qui est quelque chose de difficile à faire? Pourquoi M. Cuvière fait une rétention? S'il n'est pas quelqu'un d'indépendant, comme on l'a dit, commission électorale indépendante, s'il n'est pas indépendant, qu'il se retire. Nous, les Ivoiriens, nous ne voulons plus de personnes qui veulent nous troubler, en tout cas dans le choix d'un président en Côte d'Ivoire. Qui quitte notre commission, et il y a des gens aussi plus compétents que lui en Côte d'Ivoire. Il n'est pas indispensable. Il n'est pas celui qui peut être indispensable en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui peuvent être indispensables pour pouvoir faire ce travail-là, qu'il parte de là s'il est paresseux. Donc, moi, je vais m'arrêter là, je ne vais pas être trop longtemps. Si demain la Côte d'Ivoire brûle, c'est M. Cuvière. Et nous connaissons. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Marc, depuis la France. Et nous passons rapidement au prochain appelant, M. Kofi, mais cette fois du côté de la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous. Bonjour, madame.
Je n'ai pas le retour, je ne sais pas si vous m'attendez, mais bonjour madame, bonjour le standard et bonjour les techniciens. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Je voulais dire, madame, soyez rassurés. Je voulais dire à mon frère Marc de se rassurer qu'il va avoir bel et bien la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis qui ont fait élire Ouattara en 2010-2011, ils vont faire la liste de la révision électorale. L'ambassadeur de France va faire la liste des révisions de l'électorale en Côte d'Ivoire. Sinon, tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, c'est la France et les États-Unis. Et Ouattara et le président de la CI, c'est les prochains candidats. Ils sont dans le convoi de la CPI. Donc, que le président de la CI fasse tout ce qu'il veut. Mais s'il n'y a pas eu de révision de la liste électorale, il est le prochain candidat de la CPI. Il n'a qu'à s'attendre à ça. Quand je finis de dire ça, je voulais dire une chose au président de la République RDC, M. Tshisekedi. Le M23 n'est pas une armée institutionnelle, n'est pas une armée nationale. C'est un organe de la rébellion et des djihadistes qui partent en Russie payer ses armes. Et si M23 ne veut pas cesser, qu'il envahit le Rwanda. Le Rwanda n'est pas un pays, c'est un village ou bien une ville par rapport au RD Congo. Donc je ne sais pas pourquoi Etienne Tshisekedi flèche devant Kagame, Paul Kagame. Paul Kagame était rebelle, il a été rebelle avant d'abord de venir au pouvoir. Lui, Etienne Tshisekedi, il peut être rebelle et puis libérer son peuple. Il peut être rebelle et puis libérer son peuple. Il n'a qu'à aller en Russie. C'est là-bas que tout le monde va et puis il gagne la paix. Le Burkina est parti en Russie, il a la paix. Le Niger est parti en Russie, il a la paix. Le Mali est parti en Russie, il a la paix au Mali aujourd'hui. Mais malgré que la France a encore des Nils au Mali, mais ça va cesser. Je voulais dire au président malien, aux trois présidents de l'AIS, de prendre leurs responsabilités. De prendre leurs responsabilités. S'ils voient que les djihadistes attaquent le Mali, le Burkina, le Niger, vient d'un pays qui prend ce pays-là, avec la force. Et puis tout ça là va cesser. La France n'est rien. La France, c'est fini qu'elle se retire de l'Afrique. Du moment qu'il y a encore le soleil dans le ciel. Madame, que la France se retire. Ce que nous faisons là, l'émission que nous faisons là, les ambassadeurs français en Afrique écoutent. Que la France se retire, la France retire ses djihadistes en Afrique et retire ses soldats en Afrique du moment qu'il y a encore du soleil sur le ciel. Sinon, la France va tout perdre sa coopération avec l'Afrique, tout entière. Donc, je voulais m'arrêter ici. Je salue mon frère Roger, je salue tous les techniciens de For You Media. Madame, à vous aussi, bonjour et merci pour la soirée. Merci beaucoup. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous, Monsieur Kofi. C'est nous qui vous remercions et je suis bien sûr persuadée que votre message arrivera à qui de droit. Et nous poursuivons bien sûr au prochain auditeur au bout du fil. Bonjour à vous. Oui. Le pasteur François. Allô. Oui, bonjour à vous. Bonjour madame. Il faut intervenir dans l'émission de l'antenne. Allô? Oui, allô, nous avons du mal à vous écouter. Vous m'écoutez? Oui, allez-y. Tout à fait. Je voudrais déjà vous remercier pour cette petite antenne et saluer Mme Balak, la modératrice de l'émission, sans oublier les techniciens qui nous permettent d'être entendus. C'est vrai que je voudrais d'entrée de jeu justifier le fait qu'il y a comme une sélection de personnes que vous avez, M. Kofi et les autres, parce que ça fait beaucoup de mois que j'essaie d'appeler, mais rarement qu'on nous prend
dans l'antenne. Je voudrais déjà m'en féliciter pour aujourd'hui et vous demander également de nous faire le plus souvent. Je suis le pasteur François, c'est la deuxième fois que j'interviens dans cette émission. Donc ma première préoccupation va au niveau de la situation de la RDC, ce qui est vraiment très critique. La dernière fois, j'avais parlé de la position de l'Afrique, qui était une position divine. La situation de l'Afrique est soutenue par le nom de Dieu. Et il y a un verset biblique qui nous dit « Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang ». Je voudrais que vous compreniez que les choses qui nous arrivent aujourd'hui sont des éléments qui précèdent toute libération. On ne peut pas véritablement se libérer sans qu'il y ait des cas. Mais dans le cas de la RDC, lorsque Dieu met un prix, que vous deviez savoir prendre vos responsabilités. Parce que le président Tshisekedi nous laisse un peu dans l'embarras. Il est ambigu dans sa position. Il ne prend pas une décision ferme, soit celle de libérer véritablement son pays en s'attachant des véritables alliés, et soit en continuant à dandiner entre l'Occident et les vraies solutions. Moi, je pense que lorsqu'on est un chef d'État, on est un homme informé et on connaît où est le problème de sa population. Et si véritablement on veut libérer sa population, on doit prendre les bonnes décisions. Et parmi les bonnes décisions, comme nous lui suggérons que tous les panafricanistes alliés lui suggèrent, c'est de rompre avec ces faux alliés qui l'accompagnent aujourd'hui. Ils ne sont pas efficaces depuis la nuit des temps, ni on n'a pas vu un soutien occidental qui a débouché à une véritable libération. Donc, le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités en se rapprochant de la Russie. Même si il a toujours eu une position ambiguë vis-à-vis de la Russie. Et quand ça ne va pas, on dit souvent, il y a un adage qui dit, lorsqu'on se noie, on s'accroche même sur le serpent. Si la Russie est le serpent qui peut lui permettre de sortir d'abord de l'eau, même avec une morsure qu'on peut soigner sans mourir, il est mieux de le faire que d'abandonner la population dans la rue, dans des difficultés qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Et parallèlement, je ne sais pas comment un si grand pays comme le Rwanda peut être menacé par une petite province du Rwanda. Quand vous voyez la superficie de la RDC, le Rwanda n'est rien devant la RDC. On ne comprend pas pourquoi que le petit Rwanda qui vient titiller un gros éléphant comme la RDC, vraiment, il est temps que cela finisse. Il est temps que cela cesse. Le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Il faille faire un parallèle. La RCA était dans une position similaire. Mais le président Touadéra, dans sa stratégie, a compris que ce n'était pas possible de jouer copain-copain avec ses Occidentaux. Et en dernier ressort, il a pris la résolution de se rapprocher de la Russie. Et nous voyons les choses sont en train d'avancer dans le bon sens. Donc moi, je pense que les Africains doivent sortir de ce jeu, comment j'appellerais ça, de ce jeu de ping-pong dans lequel ils sont engagés. Les Africains doivent apprendre à appliquer dans certains dossiers de décision ferme et à s'assumer. Voyons un peu l'exemple de l'AS, ce n'est pas facile, mais ils sont en train de faire leur bonhomme de chemin. Les 3 pays qui étaient considérés comme les plus pauvres de la planète, en moins de 2-3 ans, sont en train de devenir des pays attractifs, où des organes de notation sont en train de leur attribuer des notes honorables en termes de développement humain, en termes d'économie et en termes de développement militaire. Donc, il est question de prendre ses responsabilités. Nous, les Africains, nous devons comprendre que la coopération internationale n'est pas une œuvre caritative. La coopération internationale a des leviers sur lesquels elle s'appuie. Les leviers de puissance financière, les leviers de puissance militaire, les leviers géopolitiques et géostratégiques. Si vous ne pouvez pas vous donner des valeurs, personne ne vous respectera. Donc nous devons apprendre à développer nos propres stratégies. Bon,
il faille regarder toujours sur l'Occident. Si les Occidentaux ne s'étaient pas assis pour bâtir leur hégémonie, nous serions en train de nous référer sur l'équilibre. Ça veut dire que nous, les Africains également, nous devons comprendre que nous avons besoin d'un développement endogène. Nous devons mettre nos propres stratégies en place. Nous devons promouvoir nos propres idées. Nous devons mettre en place nos propres formations. Nous ne devons pas toujours avoir comme modèle à copier ce qui a été fait ailleurs. Les gens se sont assis et ils ont développé les techniques. Nous avons aussi nos techniques endogènes. Nous pouvons les développer et les promouvoir. Et vous dites que les méthodes occidentales sont plus efficaces que les nôtres, même en guerre. Je suis un pasteur, mais je vous dis qu'il y a des méthodes ancestrales qui ont vaincu les colons pendant les colonisations. Il y a des tribus qui avaient des systèmes de disparaître, qui pouvaient te lancer un corps sans que tu le voies. Donc, toutes ces technologies ancestrales doivent revenir. Donc, il faut promouvoir l'idéal du mal. Mais il faut dire que tu ne peux mieux combattre qu'avec des armes que tu maîtrises. Nous ne pouvons pas prétendre qu'on va dominer tout l'Occident par les armes, d'autant plus qu'on n'a pas une industrie d'armement. Si un seul instant, les gens arrêtaient leur combat entre grandes puissances et qu'ils décidaient de ne plus nous fournir les armes, que deviendrons-nous? Nous devons prendre conscience de notre situation et de développer une industrie d'armement, une économie endogène. Nous avons vu pendant la période du Covid-19, personne ne pouvait imaginer que certains de nos chefs d'État pouvaient faire 2 ans sans se déplacer. Personne ne pouvait imaginer que nous pouvions vivre sans aller en Occident, sans importer les choses de l'Occident. Mais nous avons compris qu'il est possible de vivre en autarcie pendant une certaine durée. Et l'expérience a montré que chaque fois qu'un peuple s'est replié sur elle-même, sur lui-même, il a pu faire des prouesses. Nous sommes en train de voir le président Trump aujourd'hui. Le président Trump est en train de se replier sur lui. Bien sûr, sur lui. Ça veut dire qu'ils sont en train de privilégier l'Amérique du Nord. Ils se sont rendus compte que les États-Unis se sont trop ouverts et ont négligé leurs propres citoyens. Aujourd'hui, toutes ces actions visent à redorer le blason des États-Unis. Merci. Merci beaucoup à vous, cher appelant. Nous le rappelons, vous avez malheureusement 2 minutes par intervention pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir intervenir. Aujourd'hui, c'est le mercredi des téléspectateurs et bien sûr, plusieurs personnes ont envie également de donner leur point de vue et même de pouvoir échanger avec nous des sujets d'actualité. Et nous le rappelons bien sûr à votre suite. Vous avez parlé de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Vous parlez justement des superficies. On va rappeler que la République démocratique du Congo a une superficie de 2,345 millions de kilomètres carrés. Pourtant, le Rwanda n'en a que 26,368 kilomètres carrés. Alors, comment comprendre qu'un petit pays comme le Rwanda puisse menacer la République démocratique du Congo? Eh bien, nous passons au prochain appelant depuis Bafoussam. Bonjour à vous. Et ceci étant dit, allô, bonjour. Vous venez effectivement d'évoquer le problème de la République démocratique du Congo. Un gros éléphant ou bien un géant au pied d'argile qui se laisse envahir par la petite Rwanda. Et là, ça devient un peu un problème très, très délicat. Je pense que ce problème-là révèle ceux qui sont en train de nous diriger. Les élites et ceux qui sont à la tête de ces républiques démocratiques du Congo-là. Je pense qu'un bon partenaire peut dû aider la République démocratique du Congo à envahir le Rwanda et capturer Paul Kagame. Nous ne pouvons pas croire qu'au XXIe siècle, une population qui atteint des centaines, qui sont au moins 100 millions d'habitants, ils sont incapables de marcher sur Kigali, de marcher sur le Rwanda et capturer Paul Kagame. C'est impensable.
c'est ceux qui sont en train de gouverner ce pays-là, qui sont en train de faire tuer les habitants de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a un bon partenaire qui crée l'enrôlement des jeunes. Je vous assure, le Rwanda va tomber en quelques semaines. Mais il ne le fait pas. Il passe tout le temps, parce que c'est un plan de la Chine avec Paul Kagame, pour pouvoir chercher qu'on puisse diviser la République démocratique du Congo, comme on avait divisé le Soudan. Ça, c'est un secret acté depuis les officines de la CIA. Paul Kagame avec Félix Tshisekedi connaît ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent acter la division de la République démocratique du Congo. Et je passe immédiatement à Côte d'Ivoire. Je pense qu'on dit qui ne peut pas assurer ça, on ne sait pas contre la. Si les Ivoiriens eux-mêmes aussi ne veulent pas prendre leurs responsabilités en main, je pense qu'ils perdent leur temps. Et Alassane Dramane Ouattara va vendre la Côte d'Ivoire. C'est à eux de prendre leurs responsabilités en main pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. S'ils ne le font pas, je pense qu'ils perdent leur temps. Ils vont devenir ce qu'on appelle le grand remplacement, les colonies de peuplement, où on va venir implanter les Marocains, les Français, les Américains et que c'est encore. Et même ceux qu'on veut déplacer de la Palestine, on viendra mettre exactement en Côte d'Ivoire. C'est à vous, peuple ivoirien, de prendre votre responsabilité et dégager Alassane Dramane Ouattara. Et je pense à l'ARS. Je pense que l'ARS doit tout faire pour créer des grandes usines de fabrication d'armement. Il est temps à eux qu'ils puissent prendre aussi leur sécurité en main, en faisant tout pour fabriquer, pour créer des grandes usines. Sinon, ils ne peuvent pas s'en sortir avec ce que l'Occident est en train de vouloir préparer. Le grand retour de l'Occident est en train de se préparer sur le continent pour recoloniser le continent africain. Donc l'AES doit d'abord se prendre en main, mettre la sécurité en priorité pour cadenasser l'AES en attendant ceux qui vont venir s'agripper à eux. Nous devrons, tous Africains, nous lever tous comme un seul homme pour protéger le continent africain et protéger nos terres. Sinon, le grand remplacement occidental est en train de se préparer et on ne veut plus pouvoir pleurer. Ils sont en train de le préparer dans les grandes officines. La DGC, la MI6, le Mossad israélien, le FBI, ils sont en train de se mettre ensemble pour pouvoir venir détruire l'Afrique. En bon entendeur, salut. Madame Blegoudé, merci pour vos immédiats. Merci à vous également. Voilà, merci à vous. Et nous dirigeons cette fois du côté des pays du Sahel, plus précisément au Niger, où nous prenons M. Ali. Bonjour à vous. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Bala. Bonjour, l'Afrique. Donc, je disais... concernant les manœuvres sénégalaises... Alors, je ne sais pas si vous nous écoutez. Très bien. D'accord. Oui, je disais que nous, pour l'affaire du Sénégal, là, ça ne n'engage pas l'AES. S'ils veulent se libérer de la France, ils doivent d'abord dénoncer les accords militaire qui les lie avec la France. Tout ce qu'un pays doit faire d'abord, c'est de dénoncer les accords militaires qui les lient avec la France. Il faut chercher à se libérer de ces accords militaires d'abord. Maintenant, tout ce qu'ils sont en train d'organiser, nous avons l'œil sur eux. Ils nous connaissent, on les connaît aussi. Ils nous connaissent, nous aussi nous les connaissons. Donc, l'Afrique, ce que vous êtes en train de faire, c'est très bien. Vous êtes en train d'éveiller toute l'Afrique. C'est très bien. Tout le monde a compris leur manœuvre. Ça ne va pas marcher, Inch'Allah. Ça ne va pas marcher. Maintenant, c'est à chaque pays d'abord de s'organiser, de chercher. Les Ivoiriens doivent chercher à arracher la Côte d'Ivoire dans les mains d'Alassane Ouattara. La RDC doit
se libérer du joug du Rwanda et des impérialistes un peu partout. Donc vraiment, ce que Afrique Média, ce que vous faites, For You Media, s'il vous plaît, ce que vous faites, c'est très bien. Vraiment du courage. Vous êtes en train d'éveiller l'Afrique entière. Merci à vous. Merci. Vraiment merci. Voilà, c'est bien sûr le devoir de tout Africain. Voilà, et donc du côté de la réalisation, nous prendrons rapidement le prochain appelant. Bonjour à vous. Bonjour, c'est Ibrahim à Ouagadougou, Isnari Ibrahim à Burkina Faso. Bonjour à vous. Voilà, merci. Bonjour d'abord, bonjour tous les techniciens, caméramans, les journalistes, les invités, vous tous les Camerounais, bonjour. Je vous salue d'abord. Bon, au niveau des RDC au Congo, la solution c'est quoi? C'est la population qui doit s'organiser pour libérer le pays. La population doit s'organiser pour aller libérer au Rwanda. Parce que le président qui est au Rwanda, c'est un sous-préfet, c'est un criminel qui est au pouvoir au Rwanda. Il faut qu'on l'arrête. Et puis, le président du RDC, même là, il doit quitter le pouvoir, il doit démissionner, il doit remettre le pouvoir. Un guerrier qui va lutter, lui, il ne peut rien faire. Ce n'est pas sa faute. Le président du RDC, ce n'est pas sa faute. Il ne peut rien faire pour le Congolais. Il doit démissionner. Il doit remettre le pouvoir à l'armée. L'armée qui doit parler le pays là pour libérer le Congo. L'armée doit combattre jusqu'au capital de Rwanda pour aller arrêter le président rwandais là, pour la juger. Libérer le Rwanda et libérer le Congo. Et puis annuler tout le contrat. Et tout le contrat avec les Européens, Américains, tout le contrat. Et réformer la société congolaise. Et réformer la politique congolaise. Et réformer l'armée congolaise. Je demande à tous les Africains aussi d'aider la Congo. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je demande à tous les Ivoiriens d'aller voter Laurent Koudou-Babo. Voici le sauveur pour la Côte d'Ivoire. Je demande à tous les Ivoiriens d'aller voter Laurent Koudou-Babo. Laissez les Woba là, laissez des Tcham, Ouattara, la France, l'Amérique là. Ce n'est pas un problème pour les Ivoiriens. Allez-y voter Laurent Gbagbo seulement. C'est tout. Voici que la Côte sera libérée. Bon, et au niveau du Sénégal, on sait que Senghor, avec Ofo Boyen, qui a trahi l'Afrique, nous, on n'a pas oublié, et on sait comment il faut prendre le Sénégal. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous protège, bonne journée. Merci à vous également pour votre intervention. Ce matin, nous le rappelons, bien sûr, 3 thématiques vous sont proposées ce matin avec vous sur For You Media Africa du côté de la République démocratique du Congo. Nous revenons sur les affrontements à l'est de la République démocratique du Congo qui durent et perdurent même après plusieurs tentatives visant ici à stopper l'hémorragie. Et donc avec vous, on s'interroge aujourd'hui, ce matin, que peuvent réellement les organisations sous-régionales africaines pour pouvoir mettre fin à ces affrontements qui ravagent l'est de la République démocratique du Congo. Et puis du côté de la Côte d'Ivoire, on s'interroge également sur la présidentielle de 2025 et au Sénégal. On revient sur le départ des militaires français présents sur le territoire sénégalais. D'après des informations que nous avons eues, plus de 163 employés sénégalais resteront bien sûr en chômage après le départ de ces militaires français, et ce dès le 1er juillet 2025. Nous poursuivons au bout du fil. Bonjour à vous. Allô, bonjour. Allô? Oui, madame. En fait, je voulais intervenir par rapport à la situation au Sénégal. En fait, ce que beaucoup d'Africains ne savent pas, c'est que le Sénégal, en fait, sachez, de 2000 à 2012, Wade avait dégagé les bases françaises. De 2000 donc à 2012, il n'y avait aucune présence militaire française au Sénégal. Ils étaient entre 1000 et 2000 en ce moment-là. Et toutes les bases ont été dégagées.
c'est quand Macky Sall a gagné les élections qu'il les a fait revenir. À ce moment-là, ils n'étaient plus entre 1000 et 2000, mais ils étaient autour de 300, 350. Disons entre 300 et 400, même si eux, ils disent 150. Maintenant, en fait, nous, les Sénégalais, la présence militaire française, en fait, nous dérange. Mais, en fait, on n'a pas peur de la présence militaire française. Parce que vous demandez tout un Sénégalais, en fait, si les bases militaires françaises peuvent faire quelque chose au Sénégal, tout un Sénégalais te dira non, ils ne peuvent pas. Mais ils ont un peu, en fait, ils calculent ce que les présences militaires françaises ont été capables de faire dans les autres pays. C'est pour ça que les Sénégalais ne veulent plus de la présence militaire française. Les Sénégalais, en fait, sont un pays très, très, très jaloux de leur souveraineté. En fait, et quand il s'agit de défendre le territoire national, les Sénégalais de droite, de gauche, d'opposition ou du pouvoir, en fait, ils sont tous ensemble, en fait, contre, en fait, toute invention et toute armée étrangère. Donc, nous, en fait, de ce côté-là, en fait, on n'a pas de souci à se faire. Par contre, par rapport à l'AES, il y a une certaine manipulation qui a été faite. Tous les Sénégalais le savent, mais ils savent que ça ne va pas aboutir. Ça va mener nulle part. Ça va créer du bruit, certes, mais ça va aller, mais nulle part. Ça ne va pas prospérer. Parce qu'on sait que, en fait, entre nous et les Maliens, rien ne va se passer. Parce que les Sénégalais considèrent les Maliens comme leurs frères de sang. Et même les Burkinabés, tout ça. Parce que dans notre école, au CI, quand on rentre à l'école, et durant tout notre circuit primaire, et même un peu secondaire, on nous enseigne que le Sénégal appartient à l'Empire du Mali. Et que cet même Empire du Mali-là, en fait, a été séparé dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Donc, dans certaines villes du Sénégal, comme à Thiès, il y avait en fait une forte population malienne qui sont devenues des Sénégalaises. Et c'est pour ça que les Sénégalais, en fait, taquinent beaucoup les Maliens, mais un Sénégalais, en fait, les Sénégalais n'attaqueront jamais les Maliens. Et tout ce qui peut déstabiliser le Mali ne passera pas par le Sénégal. Et sur ce plan-là, Macky Sall a été combattu parce qu'à un moment donné, il a fermé les frontières entre le Sénégal et le Mali. Et pendant ce temps-là, beaucoup de Sénégalais, et tous les vendredis, ils ont manifesté, ils ont fait des marches jusqu'à Bamako. Le peuple sénégalais aime le peuple malien et le considère comme son frère. Et ça, aucune politique ne peut rien y faire. C'est pour ça que quand j'entends beaucoup d'Africains parler, en fait, certains Maliens, ils peuvent se bouger comme ça, mais le pouvoir de décision malienne et le pouvoir de décision sénégalaise n'osent rien faire qui va aller dans le sens d'une guerre ou bien de sang versé. Ça, les deux populations le savent. Et au Sénégal, le peuple est très fort. Et quand le peuple ne veut pas quelque chose, il a toujours les moyens d'arriver à ses fins. Et c'est pour ça que le Sénégal est très différent des autres pays africains. Au Sénégal, le peuple est conscient qu'il a le pouvoir. Le peuple sait quand il veut quelque chose, le peuple sait comment il doit y arriver. Par exemple, je vous donne un exemple. Au Sénégal, avec Macky Sall, à un moment donné, on pouvait faire tomber le régime. On pouvait faire tomber le régime. Et ça, tous les Sénégalais le savaient. Mais il y aurait beaucoup de sang versé. Et c'est Sonko qui a dit qu'il ne veut pas le pouvoir en marchant sur des cadavres. Il a fait une conférence de presse. Vous pouvez taper sur YouTube. Et il a dit qu'il ne veut pas le pouvoir en marchant sur des cadavres. Maintenant, ce qu'on va faire, il a fait son testament ce jour-là. Et après, il a dit que, en fait, Macky Sall, on va forcément aller dans les élections et Macky Sall sera battu. Et c'est ça qui s'est passé. Merci. Et donc, quand les gens parlent du Mali ou du Sénégal, en fait, en étant à 100 000 km, ils ne connaissent même pas l'histoire. En fait, les Maliens sont les cousins des Sénégalais.
Les Maliens et les Burkinabés sont les cousins des Sénégalais. Merci. Et quand je dis cousins, c'est cousins de sang. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je vous remercie, et j'aime bien ce que vous faites. C'est bien pour l'Afrique. Merci à vous également. Voilà, nous allons poursuivre très rapidement. Cette fois, c'est du côté du Ghana. Nous prendrons le pasteur Soa. Bonjour à vous. Ouais. Bonjour madame. Bonjour. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je salue le standard, je salue tout le personnel. Et que Dieu fasse vraiment, Dieu mette sa main sur Foyer TV. Bon, c'est passé ce soir depuis le Ghana. Mon intervention ce matin, je vais également donner une information, disons, je vais faire une intervention historique. D'abord, je voulais d'abord dire merci au Seigneur et remercier d'abord l'AIS. L'AIS qui a compris que dans la Bible, voilà ce qu'il est dit. Après 50 ans, il faut libérer le prisonnier. C'est ce qu'on appelait également le jubilé. Donc l'AIS a compris aujourd'hui qu'après 50 ans, il ne peut plus être esclave de quelqu'un. Il ne peut plus être esclave encore de la France et de la colonisation. Et c'est ce que toute l'Afrique digne devait comprendre. Donc aujourd'hui, l'AIS est en train de nous montrer que nous, les Africains, là, nous pouvons tout faire. Je vais saluer également le président Ibrahim du Burkina, et saluer également le président Assimi Goïta du Mali, et saluer également Tiani du Niger. Et les autres présidents doivent suivre, parce que ces trois personnages de l'Afrique digne montrent aujourd'hui que nous, les Africains, nous avons la capacité sur tous les plans, afin de pouvoir également amener ou conduire l'Afrique digne dans un grand développement. La preuve en est, le Burkina aujourd'hui est en train de fabriquer les véhicules électriques. Ils font aujourd'hui beaucoup de choses. Lors, on nous avait dit que le Burkina est un pays pauvre. On nous avait dit que le Burkina, le cacao ne poussait pas. On nous avait dit que le Burkina, rien ne poussait là-bas. On nous avait dit que le Mali, même chose. On nous avait dit le Niger. Mais aujourd'hui, ces pays-là, c'est eux qui font le riz. La majorité, la grande partie du riz en Afrique. Mais les gens ne parlent pas de ça. C'est pourquoi je voulais dire que nous sommes également le temps de ce grand jubilé. Après les 50 ans, il faut rendre l'indépendance à une nation et à un pays. Donc on ne doit pas continuer après les 50 ans encore être dans l'esclavage. Donc si aujourd'hui on parle de l'armée française, le Sénégal parle de l'armée française, leur départ, c'est normal. Après 50 ans, il ne doit plus avoir une armée d'occupation dans un pays. Après les 50 ans, logiquement, la Côte d'Ivoire doit être indépendante sur tous les plans, sur le plan finance, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur tous les plans culturels. On doit être indépendant. Mais est-ce qu'on a véritablement notre indépendance? Et c'est ce que Modibo Keïta, dans les années 62, lorsqu'il a compris qu'il fallait une véritable indépendance au Mali, il sort du franc CFA en 62. Et il a compris que le franc malien pouvait également amener le Mali également à un grand changement. Et aujourd'hui, c'est ce que l'AS est en train de faire. Mais comme il y a toujours les patrons et il y a toujours les marionnettes, ils vont provoquer un coup d'État en 68 afin de pouvoir faire tomber ce monsieur. Et dans leurs pensées, toujours, ils l'ont mis en prison. Et en 77, ils vont l'empoisonner en prison là-bas. Et ils vont ramener le Mali dans le français à 84, parce que c'était l'objectif. Cette fois-ci, là, ça ne marchera plus parce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a la communication. Aujourd'hui, il y a tout. Donc, tout ce que la colonisation ou la France a fait, en fait de pouvoir tuer les Africains, les leaders africains, les panafricanistes, ça ne marchera plus. C'est pourquoi nous disons bravo à l'AES. Nous disons bravo à Assimi Goïta. Nous disons bravo à Ibrahim du Burkina, nous disons bravo à Tiani, parce que ces hommes-là sont en train de nous redonner également notre souveraineté et ils sont en train de briser la honte, le complexe d'infériorité que les Africains ils avaient. Aujourd'hui, ne sont plus complexés. Quand ils voient le président du Burkina qui parle devant le président Poutine et il l'appelle camarade, et il parle avec aisance, il parle avec assurance, il parle avec développement, il parle avec cohérence. Nous disons bravo à ce jeune qui peut même être l'un de mes fils parce qu'il a 36 ans. Vous voyez, c'est honorable.
C'est honorable et nous voulons ça. Nous voulons que toute l'Afrique digne puisse suivre également l'exemple de ce grand peuple. C'était passé soit depuis le Ghana. Je vais m'arrêter là ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous également. Nous passons très rapidement au prochain appelant. Bonjour à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Bernard Mebenga depuis le Cameroun. Madame Bala, je vous félicite pour votre travail. Et bonne fête déjà, bonne fête de la jeunesse. Parce que c'est vous la jeunesse, pas la jeunesse. Quand on nous impose, on nous dit les hommes de 70 ans sont jeunes. Non. Ils ne sont plus jeunes, ils sont des patriarches. Pour venir au vif du sujet, je voudrais dire au sujet de la RDC, attirer l'attention du président Etienne Tshisekedi. Il faut qu'il se réveille de son long sommeil. Nous constatons qu'il dort beaucoup. Il doit se réveiller et prendre ses responsabilités. Et passe le temps à appeler la communauté internationale. Je vais lui prendre l'exemple du Cameroun. Le président Paul Biya avait privilégié le dialogue parce que c'était entre deux États, le Cameroun et le Nigeria. Mais aussi, ce qui concerne le Rwanda, ce n'est pas une armée régulière, c'est une rébellion. Il faut qu'il se réveille, qu'il fasse les choses comme il se doit. Sinon, le peuple congolais va se réveiller, va le chasser. Parce qu'il aime beaucoup plus son pouvoir que le peuple congolais. S'il n'est pas capable, qu'il dépose le tablier et quelqu'un d'autre viendra faire le travail. Les Occidentaux veulent l'Afrique, mais sans les Africains. Ils n'ont rien à tirer du peuple africain. Ils veulent les biens de l'Afrique. Et les biens qui les intéressent, c'est tout. En ce qui concerne les élections en Côte d'Ivoire, moi j'exhorte vraiment le peuple frère ivoirien de prendre ses responsabilités et surtout de se méfier de tout ce qui vient de la France, tout ce qui vient de l'Occident. Une fois que ces gens-là apprécient déjà quelqu'un, vous devez vous méfier. Vous avez vu au Cameroun, Paul Biya pendant longtemps était le meilleur élève de la France. Tout le monde l'appréciait dans les chancelleries internationaux. Mais on a vu où ça a conduit le Cameroun. Le Cameroun est dans un gouffre maintenant, dans l'agonie profonde. Donc, quand ces gens-là apprécient quelqu'un, nous, Africains, nous devons se méfier de ces gens. Si le président Laurent Gbagbo ne peut pas se présenter, que l'opposition ivoirienne se réunisse et trouve quelqu'un qui va chasser, qu'il fasse comme au Sénégal. Ils ont barré la voie à Sanko. Sanko a dit, bon, voilà mon lieutenant. Et il est passé. Donc, le peuple détient tous les leviers au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui dérange les Africains. À 8 mois des élections, on ne connaît pas encore qui sera candidat. Regardez comment, aux États-Unis, la femme, la Kamala Harris, elle n'a pas eu assez de temps pour faire sa campagne. Et ça lui a causé beaucoup de tort. Mais nous, en Afrique, nous sommes à 8 mois. Au Cameroun, on ne sait même pas qui sera candidat. Même chose en Côte d'Ivoire, on est encore en train de spéculer. C'est quelle histoire, ça? Il faut que les Africains se réveillent un peu, qu'on fasse les choses de façon correcte. On aime beaucoup s'inspirer de la France, mais on ne veut pas faire les choses comme les autres. Chez eux, tout est connu d'avance. Mais nous, on est toujours dans le faux. On attend d'abord aller prendre l'onction à Paris. Et c'est Paris qui va décider, c'est Paris qui va faire ceci. Non, c'est trop enfantin. Il faut que nos dirigeants se réveillent et qu'ils fassent les choses de façon correcte. Merci madame, merci à vous, merci à tout le peuple africain que je salue. Bonne journée à vous.
Merci et bonne journée à vous. Également, voilà, nous passons au prochain appelant ce matin. Bonjour à vous. Allô, bonjour. Voilà, alors nous le rappelons ce matin, voilà, 3 thématiques vous ont été proposées du côté de la République démocratique du Congo. Où nous parlons une fois de plus des affrontements à l'est du pays. Et avec vous, on s'interroge donc ce matin sur voilà, que peuvent réellement les organisations sous-régionales africaines pour pouvoir mettre fin à ce conflit qui perdure déjà depuis plusieurs années. Et puis, du côté de la Côte d'Ivoire, on parle des élections présidentielles, sans oublier au Sénégal, où nous revenons sur le départ des soldats français sur le territoire sénégalais. Où nous avons justement eu comme information que suite à ce départ, ils sont plus de 163 employés sénégalais qui seront bien sûr en chômage dès le 1er juillet 2025. Alors vous avez la possibilité de réagir sur ces différentes thématiques ou encore vous pouvez partager avec nous des sujets de votre choix. Alors vous pouvez appeler sur ces numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, notamment le plus 237 6 83 20 96 61 ou encore le plus 237 6 93 58 96 68. Allô, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour TV. Bonjour tout le monde. Et je salue Bala, la Madone, Sike, voilà mes fans. Vraiment, nous avons dépassé les 70 ans. À la jeunesse, on nous disait que si jeunesse pouvait, elle savait. Et vieillesse pouvait. Maintenant, aujourd'hui, jeunesse savait. La jeunesse sait. Nous avons vu les jeunes que nous avons, tels que Assimi, tels que Ibrahima, tels que Tiani. Nous avons vu. Le Mali, normalement, je suis malien, je sais pas moi. Le Mali, normalement, devait être le grenier de l'Afrique occidentale, sinon de toute l'Afrique. Nous avons l'office ici. On a des milliards de tonnes de coups. Autrefois, au temps de Moussa Traoré, on ne pouvait même pas récolter tout le riz. On a besoin de la terre, alors qu'il y a d'autres terres qu'on ne peut pas aménager, mais on a besoin de la terre. Qu'est-ce qu'on faisait? On brûlait le reste des récoltes. Qui va nous nourrir, nous, Africains? Personne ne peut nous nourrir, on peut tout faire. Mais on n'avait pas de moyens, mais parce qu'on a tout fait pour nous mettre en retard. Moi, je me rappelle, lorsque Moussa Traoré, on l'a poussé, il a fait on l'a poussé pour le rentrer dans le CEPALA. On s'est levé, fonctionnaire, on a marché. Mais on nous a cloués au sol. On nous a menacés. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, le Mali, le Niger, le Burkina, vraiment, je le sais maintenant. Vraiment. Nous avons dépassé les 70 ans. C'est pas grave. Et mes fans, quand je vous vois au télé, et Bala, Madone, c'est que vraiment, je suis très content toute la journée. Donc de là, je sors pour le cas de l'AES. Je vais au Congo. Au Congo, ils n'ont pas appris à se battre. Ils ne se sont jamais mis. On a tout fait. C'est comme au Mali, c'était comme ça. Les Européens, autrefois, l'armée malienne était l'une des plus fortes d'Afrique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Européens, les Français ont tout fait pour casser cette armée-là. Maintenant, on s'est reconstruit, non? Le Congo doit aller comme ça. Sinon, le Rwanda, là. C'est un petit pays, c'est vrai. Même pas je ne sais même pas comment comparer le Rwanda au Congo. Mais ils ont les armes, on les a donné des armes. Prenez 1000 personnes, mettez-vous deux avec quelqu'un avec une seule arme. Mais il va les arrêter. Voilà ce qui se passe. Donc les dirigeants congolais n'ont jamais cherché à se mettre dans le cas des Assimi, des Ibé, des Tchani. Ils n'ont jamais cherché. Donc moi je ne dis pas, je ne cherche pas, je ne veux pas la violence, je ne veux pas qu'une seule personne meure, vraiment, mais le Rwanda doit être phagocyté par le Congo.
S'il faut la guerre, au Mali, on a fait combien d'accords? Ça marchait, ça fait quoi? Ça nous a amené où? On fait des accords, chaque fois on tue la population, on tue des pauvres innocents. Et regardez ces gens qui fuient leur pays là. Et regardez comment ils sortent. Regardez l'image, comment ces gens sont chez eux. On dirait qu'ils n'ont pas de pays. Ils n'ont pas de dirigeants. Donc vraiment, de grâce, qu'on nous laisse ce problème de Rwanda là, il faut aller à la guerre. C'est mon point de vue. Hein. Je ne veux pas que quelqu'un meure. Mais dans ces conditions-là, pour avoir la paix, vraiment, il faut faire la guerre. Il faut phagocyter le Rwanda. Il faut attraper le président Kagame, l'amener au Congo, et le juger. On peut continuer dans ça? Depuis combien de temps les Blancs sont en train de nous mettre dans des trucs? Nous, Africains, on ne connaît pas, on ne cherche même pas à comprendre. On est toujours... Chacun suit son intérêt. Voilà le problème d'Afrique. Chacun suit son problème. Donc vraiment, qu'on nous sorte de là, qu'il y ait une guerre réelle entre le Congo et le Rwanda, que le Rwanda soit phagocyté par le Rwanda. Voilà tout ce que je dis. Merci et bonne journée à Sike, à Madone. Bonne journée à tous. Merci à vous et bonne journée. À vous également. Depuis le Mali, voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Nous prendrons les derniers appelants. Au bout du fil, bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Ouais, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ouais, mon intervention. Alors, mesdames, messieurs, nous allons encore vous rappeler ce matin que voilà, nous vous proposons bien sûr 3 thématiques et vous avez également la possibilité avec nous le mercredi des téléspectateurs justement de pouvoir partager avec nous des sujets de votre choix sur ces numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 93 58 96 62. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous prendre dans cette émission. Au bout du fil, bonjour. Ok, merci, monsieur. Ouais, bonjour. Bonjour. Je voudrais intervenir ce matin concernant nos dirigeants qui sont des intellectuels africains. Je voudrais qu'ils se mettent ensemble pour... Vraiment, quand ils sont là, ils disent qu'ils sont venus pour nous gouverner, c'est pour la France. Pas pour nous. Quand je prends le cas de ma Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup souffert pendant la rébellion. En ce matin encore, je ne voulais pas, parce que les élections arrivent encore. Je ne voulais pas qu'on souffre encore. Et que tout Ivoirien qui se dit citoyen de ce pays, alors qu'il se met ensemble afin que nous soyons tous un. C'est pourquoi je voulais attirer l'attention de tout Africains. Parce que nous avons vu, pendant la rébellion, la France, l'ONU, même la CEDEAO, qui est une institution sous-régionale. Mais cette institution, moi, je la trouve non qualifiée parce que elle est là, c'est elle-même qui nous a fait la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, je voulais encore attirer l'attention de la CEDEAO surtout. Ces pays-là qui se sont mis ensemble pour combattre la Côte d'Ivoire. La route que M. Laurent Gbagbo traçait, c'est cette même route que l'AES maintenant prend parce qu'on disait quoi? C'était une monnaie. C'est ça qui a envoyé la guerre. Donc, je voudrais m'arrêter là pour dire aux Africains d'être unis, d'être intelligents et d'être un dans leur combat. Je vous remercie, madame. Merci à vous et nous prenons le dernier appelant de ce matin. Bonjour à vous. Allô, bonjour.
Oui. Bonjour. Alors, bonjour. Oui, bonjour à vous. Vous êtes en direct. Ok, je voulais un peu intervenir par rapport au thème que vous avez abordé devant votre télévision. Ok, merci. Je m'intéresse beaucoup sur cette émission. Concernant le RDC, bon, je voudrais dire que la RDC, la force, c'est-à-dire la défense est mal équipée. Ça, c'est mon point de vue. Et puis, les militaires qui sont censés garder leur pays ne sont pas bien formés. Comment se fait-il qu'un pays comme Rwanda vient chasser tout un peuple dans son pays qui vivait aisément? Et pour dire combien de bases militaires possède la RDC, l'effectif qu'ils ont, comment se fait-il? Moi, je suis surpris, un tel pays et soit chassé par un tout petit pays qui n'a même pas des infrastructures, qui n'est même pas développé sur le plan militaire. Et ça, c'est une façon de dire ils sont vraiment lâches. Tellement lâches. Ils sont très mal organisés. Donc, le président Tshisekedi doit se réveiller, comme a dit un précédent auditeur, qui doit d'abord se réveiller, voir l'organisation de son armée, et avant de gouverner. Parce que tant que l'armée n'est pas organisée, on ne peut pas gouverner. Voici donc la conséquence. Non. Merci par rapport à mon intervention. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup pour me donner la parole. Merci à vous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous écouter dans cette émission For You Matin. Surtout le mercredi, vous avez la possibilité de parler, d'échanger avec nous et avec le monde entier. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission sur votre média panafricain For You, Média Africa. Et comme toujours, c'était toujours un plaisir pour nous d'être en compagnie, à votre compagnie ce matin. Et donc, restez toujours devant votre télévision pour regarder For You Média Africa. Et surtout, ne manquez pas nos programmes. Le rendez-vous est pris dès 12h. Heure du Cameroun pour bien sûr être en direct avec Elundu et Dix Nabissé pour le journal bilingue panafricain. Et puis également à 15h, ne manquez pas Talking Point présenté par Dix Nabissé, une émission panafricaine également. Et puis à 18h, retrouvez votre émission Le Point sur l'actualité avec Louis Nguéné. Et à 20h, on se retrouve encore pour le grand journal. Voilà, d'ici à là, prenez soin de vous et à mercredi prochain.